Pour soutenir la chaîne, buy me a coffee. Merci. Le Puits de Feu. Troisième tome de la trilogie des Tripodes de John Christopher. Traduit de l'anglais par Michel Oslanik. Chapitre 4. Un petit coup à boire pour Rookie. Julius a pris de nouvelles dispositions une fois de retour au château. La plupart de ceux qui avaient participé à la capture du maître ont été dépêchés ailleurs, et Julius lui-même est parti 2 ou 3 jours plus tard. Toute urgence avait cessé. L'examen et l'étude de notre captif prendraient de longues semaines ou des mois, et il y avait des tas d'autres choses qui requéraient mon attention. J'avais cru que Fritz et moi serions aussi envoyés ailleurs, mais il n'en fut rien. Nous sommes restés comme gardiens. La perspective d'une relative oisiveté me chagrinait et me plaisait à la fois. D'un côté, je redoutais l'ennui. De l'autre, je n'étais pas fâché d'avoir un peu de repos. On sortait d'une année longue et fatigante. C'était agréable aussi d'être presque toujours avec Beanpole, qui faisait partie du groupe de recherche. Fritz et moi, nous connaissions désormais très bien, et nous étions de bons amis. Mais l'esprit plus inventif et curieux de Beanpole m'avait manqué. Ce n'était pas lui qui le disait, mais je savais qu'il était très respecté par les autres savants, tous beaucoup plus âgés que lui. Il n'en tirait aucune vanité, non plus que de quoi que ce soit d'autre. Il était trop accaparé par la suite des événements pour se soucier de l'opinion d'autrui. En contrepartie des différentes défections, nous avons eu une recrue dont, pour ma part, je me serais bien passé. C'était Ulf, l'ex-commandant de l'Erlkönig, cette péniche qui avait été chargée d'emmener Fritz, Beanpole et moi au jeu. Il avait été forcé de la quitter pour des raisons de santé, et Julius l'avait nommé gardien-chef au château, ce qui signifiait évidemment que Fritz et moi étions directement sous ses ordres. Il se souvenait très bien de nous deux, et il s'est comporté en conséquence. Pour Fritz, c'était très bien. Sur l'Erlkönig comme partout, il avait scrupuleusement obéi aux ordres sans discuter, heureux de laisser à ses supérieurs le souci de tout ce qui n'était pas sa mission. Beanpole et moi avions été les fauteurs de troubles, d'abord en persuadant le second de nous laisser quitter la péniche et partir à la recherche d'Ulf, puis, dans mon cas, en me faisant prendre dans une rixe avec les gens de la ville, ce qui me causa des ennuis, et pour Beanpole, en lui désobéissant pour aller à mon secours. La péniche était partie sans nous, et nous avions été forcés de nous débrouiller seuls pour descendre la rivière jusqu'à l'endroit des jeux. Beanpole ne tombait pas sous les ordres d'Ulf, et je crois que ce dernier était plutôt en admiration devant lui, qui était savant et chercheur. Mon cas était différent. Il n'y avait aucune gloire attachée à moi, et il était mon supérieur hiérarchique. Le fait que, malgré son lâchage, nous soyons arrivés au jeu à temps et que j'ai gagné, que je sois ensuite allé dans la cité avec Fritz et revenu comme prévu avec des renseignements, ne l'avait pas amadoué à mon égard, loin de là. La chance, c'était cela pour lui, ne remplaçait pas la discipline et lui nuisait même. Mon exemple pouvait encourager d'autres folies semblables. Il fallait briser l'insubordination, et il était homme à s'en charger. J'ai perçu cette aigreur, mais je ne l'ai pas prise au sérieux de prime abord. C'était seulement l'expression, me suis-je dit, de sa rancœur à propos de mon comportement irréfléchi lors de notre rencontre précédente. J'ai choisi de la supporter aussi gaiement que possible et de ne lui fournir aucune raison de se plaindre. Ce n'est que progressivement que j'ai compris que sa haine était réelle et profondément enracinée, et que tout ce que je pourrais faire n'y changerait rien. Je ne me suis pas rendu compte tout de suite à quel point cet homme était complexe, et qu'en m'attaquant, il combattait une faiblesse, une instabilité qui lui était propre. Tout ce que je savais, c'était que plus j'obéissais à ses ordres avec docilité, promptitude et efficacité, plus les remarques cinglantes et les tâches supplémentaires pleuvaient. Il est peu étonnant qu'en quelques semaines j'en sois arrivé à le détester presque autant que j'avais détesté mon maître dans la cité. Son apparence physique et ses habitudes n'arrangeaient rien. Son buste trapu, ses grosses lèvres et son nez écrasé, la toison de poils noirs sortant par les boutonnières de sa chemise, tout cela me rebutait. C'était le plus brillant mangeur de soupe et de ragoût que j'eus jamais rencontré,
et son habitude de cracher se doublait de la manie qu'il avait de le faire, à cette époque, non par terre, mais dans un mouchoir à pois rouges et blancs qu'il portait dans sa manche. Je ne savais pas alors que la plus grande part du rouge était due à la teinte de son sang et qu'il était mourant. J'ignore si le fait de le savoir aurait d'ailleurs changé grand-chose. Il me persécutait continuellement et je me contenais de moins en moins bien. Fritz m'était d'un grand secours, à la fois en me tempérant et en se chargeant de mes corvées chaque fois que c'était possible. Beanpole aussi, avec lequel je parlais beaucoup en dehors des heures de service. Et j'avais une autre source d'intérêt pour me distraire un peu. C'était notre prisonnier, le maître, Rookie. Il supportait très bien ce qui avait dû être des dures et pénibles épreuves. La pièce qui lui avait été préparée était l'un des donjons du château, et c'était là que Fritz et moi le servions. Nous passions par un sas et mettions des masques avant d'entrer. C'était une grande pièce, de près de 40 mètres carrés, en majeure partie creusée à même le roc. D'après nos rapports, les savants avaient tout fait pour qu'il ait autant de confort que possible, même un trou circulaire dans le sol qui pouvait être rempli d'eau chaude pour qu'il s'y trempe. Je ne pense pas qu'elle était aussi chaude qu'il aurait souhaité, à cause du temps de transport des seaux. De plus, elle n'était pas renouvelée assez souvent pour satisfaire le besoin continuel que tous les maîtres avaient de tremper leur peau de lézard, mais c'était mieux que rien. Même chose pour la nourriture qui avait été préparée, comme l'air, d'après les quelques petits échantillons que Fritz avait réussi à rapporter de la cité. Il est resté dans un léger état de choc les 2 premiers jours, puis il a sombré dans ce que j'ai reconnu comme la maladie. La malédiction des Scluzzi dont m'avait parlé mon maître. Des marques brunes apparaissaient sur le verre de sa peau, ses tentacules tremblaient tout le temps, et lui-même était apathique, sans réaction aux stimuli. Nous n'avions aucun moyen de le soigner, même pas les bulles de gaz que les maîtres de la cité utilisaient pour soulager douleur ou malaise, et il lui fallait guérir seul du mieux qu'il pouvait. Heureusement, il y parvint. Je suis entré dans sa cellule 1 semaine après sa capture, et l'ai retrouvé d'une saine teinte verte, affichant un intérêt certain pour la nourriture. Précédemment, il n'avait pas répondu aux questions posées, quelle que fût la langue utilisée. Il ne le faisait toujours pas, et nous commencions à nous demander tristement si nous n'étions pas tombés sur un des rares maîtres n'ayant pas la connaissance des langues. Au bout de quelques jours, cependant, et après sa guérison, un des savants a soupçonné que cette ignorance était feinte. On nous a dit de ne pas lui mettre d'eau chaude dans son bassin le lendemain matin. Il a vite montré des signes de malaise et s'est même laissé aller à parler par gestes, en allant vers le trou vide et en agitant ses tentacules. Nous n'y avons pas prêté attention. Au moment où nous allions quitter la pièce, il a finalement parlé, de la voix forte et monocorde qui était la leur. Il a dit en allemand « Apportez-moi de l'eau, j'ai besoin de me baigner. » J'ai regardé ce monstre ridé et difforme 2 fois plus grand que moi. « Dis, s'il vous plaît, » lui ai-je dit. Mais c'étaient des mots qu'il n'apprenait jamais dans aucune de nos langues. Il a simplement répété « Apportez-moi de l'eau. »« Attends un peu, » ai-je dit. « Je vais voir ce qu'en pensent les savants. » Une fois le barrage levé, il n'a pas réessayé de faire le muet. Il n'a d'ailleurs pas non plus été particulièrement expansif. Il répondait à quelques questions posées et traitait les autres par un silence opiniâtre. Ce n'était pas toujours facile de découvrir ce qui lui faisait choisir de répondre ou pas. Il y avait des blocages évidents face à certaines questions qui relevaient des moyens de défense de la cité. Mais il était difficile de voir pourquoi, par exemple, après avoir parlé librement du rôle des esclaves et de l'opposition de certains maîtres à leur présence, il avait refusé de dire quoi que ce fût sur la poursuite de la sphère. Rookie ne répondait à aucune question sur ce sujet. Pendant mes longs mois d'esclavage, je n'avais jamais su le nom de mon maître, ni seulement s'il en avait un. C'était toujours maître, et moi, garçon. On pouvait difficilement appeler notre prisonnier par ce titre. Nous lui avons demandé son nom, et il nous a dit « Rookie ». En très peu de temps, j'ai vu que je pensais à lui en tant que Rookie, c'est-à-dire en tant qu'individu et non comme un quelconque représentant de l'ennemi qui tenait notre monde sous sa coupe et que nous devions détruire. Je savais déjà, bien sûr, que les maîtres avaient des caractères différents. Le mien s'était montré relativement facile à vivre, celui de Fritz violent par comparaison. Ils avaient manifesté des goûts différents aussi,
mais toutes les particularités que j'avais relevées lors de mon séjour dans la cité l'avaient été dans l'intention de les exploiter. Dans cette situation nouvelle, on voyait les choses d'un point de vue plus désintéressé. Un jour, par exemple, j'ai été retardé pour lui apporter son repas du soir. Ulf m'avait donné quelque chose à faire. Lorsque j'ai franchi le sas, je l'ai trouvé tapis au milieu de la pièce et j'ai dit quelques mots d'excuse pour mon retard. Il a fait un petit geste arrondi d'un tentacule et m'a répondu « Ce n'est pas grave, quand il y a tant de choses intéressantes à faire et à voir. » Il n'était entouré que par les murs vides et uniformes de sa prison qui, pour son confort, étaient éclairés par 2 petites lampes colorées en vert. Les seules ruptures de la monotonie étaient fournies par la porte et le trou dans le plancher, qui lui servait de lit aussi bien que de baignoire, avec des algues au lieu de la sorte de mousse utilisée dans la cité. On ne pouvait pas lire d'expression sur ce visage totalement étranger, cette tête sans cou, avec ses 3 yeux et ses orifices pour respirer et manger, reliés par un étrange assemblage de rides. Mais à ce moment-là, il m'a paru bizarrement lugubre et pitoyable. Je me suis rendu compte de quelque chose en tout cas. Rocky venait de faire une plaisanterie. Médiocre, c'est un fait, mais une plaisanterie quand même. C'était la première preuve que j'avais de l'existence chez les maîtres d'un sens de l'humour. J'avais la consigne de converser avec lui le plus possible, tout comme Fritz. Les savants l'examinaient au cours de séances plus formelles, mais ils pensaient que nous pouvions aussi glaner quelque chose. Nous faisions notre rapport à l'un des chercheurs chaque fois que nous quittions la cellule, en lui répétant mot pour mot, dans la mesure du possible, tout ce qui avait été dit. Je commençais à trouver cela intéressant et plus facile. Rocky ne faisait pas toujours grand cas de mes questions, mais parfois il répondait bien. Sur le problème des esclaves dans la cité, par exemple, il était très loquace. Manifestement, il était l'un de ceux qui s'y opposaient. Le fondement d'une telle opposition, comme je l'avais appris, n'était pas une commisération quelconque envers les pauvres hères dont la vie était si brutalement raccourcie par la chaleur et la pesanteur de plomb, ainsi que par les mauvais traitements qu'ils subissaient, mais l'opinion que cette confiance dans les esclaves risquait d'affaiblir la force des maîtres et finalement, peut-être, leur volonté de survivre et de poursuivre leur conquête de l'univers. Rocky, cependant, semblait éprouver une légère mais réelle sympathie envers les hommes. Il ne disait pas pour autant que les maîtres avaient eu tort de dominer la terre et d'utiliser l'hérésie pour asservir les êtres humains. Il croyait les hommes plus heureux ainsi qu'avant l'arrivée des maîtres. Il y avait moins de maladies, de famine, et on était libéré du fléau de la guerre. C'était vrai que la violence apparaissait encore parfois au cours de querelles entre hommes, et que c'était assez horrible du point de vue des maîtres, mais au moins ça se limitait à cela. Il avait été mis fin à cet affreux état de choses qui envoyait les hommes tuer loin de chez eux sur des terres étrangères, ou se faire tuer par des inconnus avec lesquels ils n'avaient aucun différend personnel ou direct. Cela me paraissait horrible aussi, mais j'ai découvert que la désapprobation de Rocky était beaucoup plus forte, plus passionnée, irais-je jusqu'à dire, que la mienne. Cela même, à ses yeux, justifiait la conquête et l'hérésie. Les hommes et les femmes qui étaient coiffés aimaient la vie. Même les vagabonds ne semblaient pas particulièrement malheureux, et l'écrasante majorité menait une vie paisible et profitable, remplie de fêtes et de cérémonies. Je me suis souvenu d'un homme qui dirigeait un cirque itinérant quand j'étais enfant. Il parlait de ces animaux d'une façon très semblable à celle de Rocky parlant des hommes. Les animaux sauvages, disait-il, étaient soumis aux maladies et passaient tout leur temps à chasser ou à être chassés, mais toujours à se battre pour manger et éviter de mourir de faim. Ceux de son cirque, en revanche, étaient beaux et gras. Ce qu'il disait m'avait alors paru sensé. Je ne le trouvais plus aussi convaincant à présent. Rocky, en tout cas, tout en approuvant la domination par les maîtres de la planète et des êtres guerriers indisciplinés qui l'avaient précédemment gouverné, pensait que ça avait été un tort d'amener de ces hommes dans la cité. Il a évidemment été conforté dans son opinion en découvrant que malgré leur résille, un ou plusieurs de ses esclaves avaient livré des renseignements à des rebelles. Nous ne lui avions pas dit cela, ni quoi que ce fût qui aurait pu être utile au maître. Mais ce n'était pas difficile de deviner qu'il y avait dû y avoir des fuites pour que nous soyons capables de reproduire ainsi leur air et leur nourriture. On pouvait voir que, en dépit de sa propre captivité, Rocky tirait une sorte de satisfaction à constater le bien fondé de son opinion. Cela dit, il ne semblait guère craindre que notre tentative de rébellion contre les maîtres réussisse. L'ingéniosité de notre attaque contre le tripode l'impressionnait, mais c'était plutôt comme un homme serait impressionné par la performance d'une meute suivant une piste
ou d'un chien de berger ramenant ses ouailles vers l'enclos malgré de nombreuses difficultés. Il trouvait cela intéressant et intelligent en dépit du désagrément qui s'ensuivait pour lui, mais ça ne risquait pas d'influer sur le cours des choses. Les maîtres ne seraient pas renversés par une poignée de pygmées effrontés. Nos savants étudiaient son corps de nombreuses façons. Il ne montrait jamais aucun signe de résistance, ni même d'agacement, mais aurait-on décelé son agacement davantage que ses autres émotions? Il se soumettait aux examens à la loupe et aux prises de sang, comme si ce n'était pas à lui que ça arrivait, mais à un autre. Les seules plaintes qu'il ait faites, en réalité, ont été à propos de l'eau ou de la pièce qui n'était pas assez chaude. Les savants avaient installé une sorte de chauffage grâce à cette chose appelée électricité, et je trouvais la pièce, en ce qui me concernait, étouffante. Sa nourriture et sa boisson ont aussi été soumises à l'expérimentation. Le but était de voir quel effet certaines substances pourraient avoir sur lui, mais l'expérience n'a pas réussi. Il semblait pouvoir détecter ce qui allait lui être nocif, et dans ces cas-là, il refusait simplement de toucher à ce qu'on mettait devant lui. Lorsque ceci se fut reproduit 3 fois de suite, j'en ai parlé à Beanpole. Je lui ai demandé « Est-il nécessaire de faire ce genre d'expérience ? Nous-mêmes, esclaves dans la cité, on nous donnait au moins à boire et à manger. Rocky n'a rien absorbé depuis presque 2 jours. Cela semble inutilement cruel. » Beanpole a dit « C'est cruel de le garder ici, à ce compte-là. La cellule est trop petite et pas assez chaude, et il n'a pas la forte pesanteur à laquelle il est habitué. » Ça, on n'y peut rien. Mettre des trucs dans sa nourriture et ne rien lui donner d'autre quand il la refuse, ce n'est pas tout à fait pareil. Nous devons tout tenter pour connaître leurs points faibles. Tu en as trouvé un toi-même, cet endroit entre la bouche et le nez où un coup peut les tuer. Mais ça ne nous sert pas à grand-chose, parce qu'il n'y a pas moyen de les frapper tous en même temps. Il nous faut trouver autre chose, quelque chose d'efficace. Je comprenais, mais je n'étais pas entièrement convaincu. Je regrette que ce soit lui. J'en aurais préféré un semblable au maître de Fritz, ou même au mien. Rocky n'a pas l'air aussi méchant que la plupart. Au moins, il est contre l'esclavage des hommes. C'est ce qu'il t'a dit. Mais ils ne mentent pas. Ils ne savent pas. J'ai appris au moins cela dans la cité. Mon maître n'a jamais pu comprendre la différence entre le vrai et le faux. Pour lui, c'était la même chose. Peut-être qu'ils ne mentent pas, a dit Beanpole. Mais ils ne disent pas toujours toute la vérité. Il a dit qu'il était contre l'esclavage. Qu'en est-il du projet de changer notre air en ce gaz vert suffocant qu'il respire? A-t-il dit quoi que ce soit contre? Il n'en a jamais parlé. Mais il est au courant. Ils le sont tous. Il n'en a pas parlé parce qu'il ne sait pas que nous le savons. Il n'est peut-être pas tout à fait aussi méchant que les autres, mais c'est un des leurs. Ils n'ont jamais eu de guerre. La loyauté qu'ils ont envers leur propre espèce est quelque chose que nous ne comprenons sans doute pas plus qu'ils ne peuvent comprendre la façon dont nous nous battons. Mais si nous ne comprenons pas, nous devons quand même en tenir compte. Et nous devons nous armer le mieux possible. Si ceci implique de le mettre un peu à mal, si cela implique de le tuer, ce n'est pas si important. Une seule chose est importante, gagner la bataille. J'ai dit, inutile de me le rappeler. Beanpole a souri. Je sais. En conclusion, sa nourriture sera normale la prochaine fois. Nous ne voulons pas le tuer si nous pouvons l'éviter. Il y a plus d'avantages à le garder en vie. Pas beaucoup pour l'instant. Il faut continuer à essayer. Nous étions assis dehors sur les remparts en ruine, face à la mer, et profitions de la lumière pâle d'un après-midi doux et hivernal. Le disque orange du soleil se couchait sur un horizon brumeux. La paix de ce moment fut interrompue par une voix familière et vitupérante venant de la cour derrière nous. « Parker, où es-tu? Espèce de foutu bon à rien! Ici! Et tout de suite, je te dis !» J'ai soupiré et me suis levé pour partir. Beanpole m'a dit « Ulf ne veut pas ta peau, j'espère, Will. » J'ai haussé les épaules. « C'est à le croire. » Il m'a dit « Vous nous êtes nécessaires pour Rocky, toi et Fritz, parce que vous êtes tous les deux habitués à ces créatures et donc plus aptes à remarquer quelque chose de bizarre. Mais je crois que Julius n'a pas vu toutes les frictions qu'il y aurait entre toi et Ulf. »« Les frictions qu'on obtient entre une bûche et une scie, » ai-je dit. « Et je ne suis pas la scie. »« Si c'est trop difficile, il serait possible de te muter ailleurs. » Il a dit cela aussi timidement que tout le reste, parce qu'il ne souhaitait pas, je pense, insister sur son propre grade plus élevé qui lui permettait d'obtenir sa mutation. J'ai dit « Je peux le supporter. Peut-être que si tu ne mettais pas ton point d'honneur à simplement... » « Simplement quoi ?
Le supporter, je crois que ça l'irrite davantage. » J'étais stupéfait. J'ai dit un peu indigné. « J'obéis aux ordres avec diligence. Que veut-il de plus ?» Beanpole a soupiré. « Oui, bon, je ferais mieux de retourner travailler aussi, tiens. » J'avais remarqué une différence entre l'Ulf de l'Erlkönig et celui qui me rendait la vie difficile au château. L'ancien était un homme qui buvait. Si Beanpole et moi avions la péniche, c'était parce que Ulf n'était pas revenu à temps et que son second le soupçonnait d'être allé boire dans une taverne de la ville. Là, au château, il ne buvait plus du tout. Certains des hommes plus âgés prenaient parfois une goutte d'eau de vie, contre le froid, disait-il, mais pas lui. Il ne buvait même pas de bière, ce qui était plus courant, ni de ce gros vin rouge qui était servi avec nos repas. Il m'est arrivé de souhaiter qu'il le fasse. Je pensais que ça aurait pu adoucir un peu son humeur. Mais un jour, un messager de Julius est arrivé au château. Je n'ai aucune idée du message qu'il apportait, mais il avait aussi 2 longs flacons de grès brun, et il semblait être une vieille connaissance d'Ulf. Les flacons contenaient du schnapps, un alcool fort, incolore, qu'on buvait en Allemagne et que, semblait-il, lui et Ulf avaient souvent bu ensemble. Peut-être était-ce de revoir inopinément un vieil ami qui a émoussé la résolution d'Ulf, ou peut-être simplement parce qu'il préférait le schnapps aux boissons disponibles au château. En tout cas, j'ai remarqué que nos 2 compères étaient assis dans la salle de garde, avec un flacon entre eux et un petit gobelet devant chacun. Je fus content de savoir Ulf distrait par quelque chose, et je me suis éloigné avec joie. Dans l'après-midi, le messager est reparti, mais il a laissé l'autre flacon à Ulf. Ce dernier montrait déjà des signes d'ébriété. Il n'avait rien voulu manger à midi, mais il a saisi le second flacon et s'est mis à boire tout seul. Je l'ai vu sombrer dans la mélancolie, ne parlant à personne et semblant assez indifférent à ce qui se passait autour de lui. C'était évidemment très malvenu pour un gardien-chef, bien qu'on pût dire à sa décharge que les choses étaient installées dans la routine et que chacun connaissait et accomplissait bien ses tâches. Pour ma part, je ne cherchais ni à le blâmer ni à lui trouver une excuse. J'étais simplement content de ne plus entendre sa voix rauque. La journée avait été sombre et la nuit est tombée de bonne heure. J'ai préparé le repas de Rocky, une sorte de bouillie plus liquide que solide, et j'ai traversé la salle de garde pour gagner le couloir qui conduisait à sa cellule. La lumière naturelle pénétrait dans la salle par 2 fenêtres très hautes et très sombres à ce moment-là. Je distinguais à peine la silhouette d'Ulf derrière sa table avec le flacon devant lui. Je l'ai ignoré, mais il m'a appelé. « Où vas-tu comme ça ?» Sa voix était traînante. J'ai répondu. « Porter son repas aux prisonniers, monsieur. »« Viens ici. » Je suis allé vers la table avec mon plateau. Ulf m'a dit. « Pourquoi n'as-tu pas allumé la lampe ?»« Ce n'est pas encore l'heure. » Effectivement, il s'en fallait de 15 minutes pour qu'il soit l'heure imposée par Ulf lui-même. Si j'avais allumé plus tôt à cause du jour qui baissait, il aurait sans doute pris cela pour une infraction à son règlement. « Allume, dit-il, et ne réponds pas, Parker. Quand je te dis de faire quelque chose, tu le fais, et vite, c'est compris ?»« Oui, monsieur, mais le règlement dit... » Il s'est levé en titubant légèrement et il s'est penché en appuyant ses mains sur la table. Son haleine sentait l'alcool. « Tu es insubordonné, Parker, et je ne peux pas le tolérer. Tu feras une garde supplémentaire cette nuit. Et maintenant, pose ce plateau et allume la lampe. C'est clair ?» J'ai fait ce qu'on me demandait, en silence. La lampe a éclairé les traits lourds de son visage coloré par la boisson. Je dis froidement... « Si c'est tout, monsieur, je vais continuer mon travail. » Il m'a regardé un moment. « Tu es impatient d'aller voir ton copain, hein? Bavarder avec le grand Lessard, c'est plus facile que de trafailler, c'est ça ?» J'ai fait un geste pour prendre le plateau. « Puis-je partir, monsieur ?»« Attends !» J'ai attendu avec soumission. Ulf a ri en prenant le gobelet qu'il a vidé dans le bol de nourriture préparé par Rocky. Je l'ai regardé faire sans un geste. « Vas-y, » m'a-t-il dit. Porte ton souper à ton copain. Il y a un petit quelque chose de temps pour l'égayer un peu. Je savais parfaitement ce que j'aurais dû faire. Ulf se permettait une sotte plaisanterie d'ivrogne. J'aurais dû sortir avec le plateau et préparer un autre repas pour Rocky en jetant celui-ci.
Au contraire, j'ai demandé de la façon la plus docile, mais sur un ton méprisant. « Est-ce un ordre, monsieur ?» Sa colère était aussi grande que la mienne, mais lui s'emportait alors que je restais impassible. Il m'a dit « Fais ce qu'on te dit, Parker, et que ça saute !» J'ai repris le plateau et suis parti. J'ai entrevu ce que Beanpole avait voulu dire. J'aurais pu amadouer Ulf en faisant un petit effort et mettre fin à tout cela. Je crains d'avoir pensé que cette fois-là, il s'était mis dans son tort. Rookie refuserait la nourriture comme il refusait tout ce qui différait même légèrement de ce à quoi il était habitué. Il me faudrait faire mon rapport, et l'incident serait alors mis en lumière. Simplement en obéissant aux ordres et en agissant conformément au règlement, j'avais une chance de prendre ma revanche sur mon bourreau. Alors que j'atteignais le sas, j'ai entendu Ulf crier quelque chose. J'ai poursuivi et suis entré dans la cellule poser le plateau. Je l'y ai laissé et suis retourné voir ce qui signifiait le hurlement. Ulf était debout, mal assuré sur ses jambes. Il m'a dit « Contre-ordre, prépare un autre repas pour le lessard !» J'ai répondu « J'ai porté le plateau, monsieur, comme il m'a été demandé. »« Alors va le chercher. Attends, je fais avec toi. » J'étais irrité que mon plan ait échoué. Rookie mangerait le repas de remplacement et je ne serais pas obligé de signaler quoi que ce soit. Dénoncer Ulf simplement pour son ivresse en service ne m'était pas venu à l'idée, même dans mon état de rancune d'alors. Je l'ai suivi en silence, amèrement conscient du fait qu'il allait s'en tirer. Il n'y avait pas assez de place pour deux dans le sas. Nous étions forcés de nous bousculer pour mettre nos masques avant d'entrer dans la cellule. Ulf a ouvert la porte et est entré le premier. Je l'ai entendu pousser un grognement de surprise et de consternation. Il s'est avancé vivement et j'ai pu voir à mon tour. Le bol était vide et Rookie était étendu de tout son long, immobile. Julius est revenu au château pour le conseil. Il semblait boiter plus que d'habitude, mais n'était pas moins gai ni confiant. Il s'est assis au milieu de la grande table entouré de tous les savants dont Beanpole, Fritz et moi nous sommes placés discrètement au bout. André, le responsable du château, a pris le premier la parole. « Notre meilleur plan a toujours été d'attaquer les cités de l'intérieur. La question était « comment ?» Nous pouvons faire pénétrer plusieurs hommes, mais jamais assez pour combattre les maîtres, surtout sur leur propre terrain. Nous pourrions saboter quelques-unes de leurs machines, peut-être, mais cela n'irait pas jusqu'à la destruction de la cité. Ils pourraient certainement les réparer, et nous serions encore plus désarmés qu'avant, parce que, alors, ils seraient prévenus et prêts à toute attaque éventuelle par la suite. Même chose pour toute tentative concernant le mur. Même si nous parvenions à le fracturer, ce qui est peu probable, nous ne pourrions pas l'ouvrir suffisamment, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur, pour empêcher les maîtres de reprendre l'avantage sur nous. Ce qu'il nous fallait, c'était un moyen de frapper les maîtres eux-mêmes, tous en même temps. On a proposé d'empoisonner leur air. Cela aurait pu se faire, mais je ne vois pas la possibilité de le réaliser dans le temps imparti. L'eau offrait une meilleure chance. Ils en font une forte consommation, pour la boire comme pour s'y baigner. En tenant compte du fait qu'ils sont 2 fois plus grands que les hommes et 4 fois plus lourds, ils ont une capacité d'absorption de 4 à 6 fois la nôtre. Si nous pouvions mettre quelque chose dans leur eau, le tour serait joué. Malheureusement, comme nous l'avons vu avec le prisonnier, ils sont sensibles à la moindre altération. Celui-ci a simplement refusé tout ce qui risquait de lui faire du mal, jusqu'à ce que, par un hasard heureux, du schnapps soit versé dans sa nourriture. Il l'a consommé sans hésiter, et il a été paralysé en moins d'1 minute. Julius a demandé « Combien de temps lui a-t-il fallu pour se remettre de cette paralysie ?» Il a commencé à sortir de l'inconscience au bout de 6 heures environ. Il était pleinement conscient au bout de 12, mais manquait encore de coordination, était assez nettement perturbé. En 24 heures, son rétablissement était total. Et depuis, apparemment normal, a dit André. Cependant, il reste sous le choc de ce qui est arrivé. Il n'est plus tout à fait aussi persuadé qu'il l'était de l'impuissance de nos efforts, je crois. Julius a demandé « Comment l'expliques-tu, cette paralysie ?» André a haussé les épaules. « Nous savons que chez l'homme, l'alcool agit sur cette partie du cerveau qui contrôle le fonctionnement du corps. Un homme ivre ne peut pas marcher droit ni utiliser ses mains convenablement. Il peut même tomber. S'il en a pris en quantité, il peut même succomber à une attaque de paralysie comme Rookie. Il semble que, dans ce domaine, ils sont plus sensibles et plus vulnérables que nous. Fait important, aussi, leur capacité à discriminer les substances nocives ne fonctionne pas dans ce cas-là. La quantité d'alcool peut être apparemment assez faible.
Il n'y avait que le fond d'un verre dans notre cas. Cela nous ouvre une porte, je crois. De l'alcool dans leur eau de consommation, a dit Julius. Pas de l'extérieur, vraisemblablement. Nous savons qu'ils ont une machine pour traiter et purifier l'eau dans la cité. De l'intérieur, donc, si nous pouvons y introduire une équipe. Mais pour l'alcool, même si la quantité nécessaire par individu est faible, cela représente une très grosse quantité globale. Vous ne pourriez pas la transporter. Nos hommes pourraient le fabriquer sur place, a dit André. Il y a du sucre dans la cité. Ils en utilisent pour leur propre nourriture et celle des esclaves. Il suffit de monter un appareil de distillation, puis, quand il y en aura assez, de l'introduire dans l'eau de consommation. André a regardé Julius avant de poursuivre. Il faudrait le faire dans les 3 cités à la fois. Ils savent qu'ils ont quelques opposants. La destruction du tripode avec la disparition de l'un des leurs aura dû les avertir. Mais les derniers rapports nous disent qu'ils introduisent toujours des esclaves dans la cité, ce qui signifie qu'ils font encore confiance à ceux qu'ils ont coiffés. Une fois qu'ils auront découvert que nous faisons semblant de l'être, les choses seront très différentes. Julius a approuvé lentement et dit « Il faut frapper pendant qu'ils ne se méfient pas. C'est un bon plan. Commencez les préparatifs. » Je fus convoqué par Julius plus tard. Il écrivait, mais quand je suis entré dans la pièce, il a levé les yeux. « Ah, Will, a-t-il dit, viens t'asseoir. Tu sais qu'Ulf fait partie ? » ?»« Je l'ai vu partir ce matin, monsieur. »« Avec quelque plaisir, je présume. » Je n'ai rien répondu. « Il est très malade, et je l'ai envoyé dans le sud au soleil. Il nous sera utile là-bas, comme il l'a été toute sa vie, pendant le peu qu'il lui reste à vivre. Il est aussi très malheureux. Même si les choses ont bien tourné, il ne voit que l'échec. Son incapacité à vaincre son ancienne faiblesse. Ne le méprise pas, Will. »« Non, monsieur. »« Tu as tes propres faiblesses. Ce ne sont pas les mêmes, mais elles te conduisent à la déraison, comme cette fois-ci. Celle d'Ulf fut de s'enivrer, la tienne de placer l'orgueil avant le bon sens. Puis-je te dire quelque chose ? Je vous avais encore réunis, Ulf et toi, en partie parce que je croyais que cela vous ferait du bien, pour t'enseigner à accepter la discipline, et aussi à réfléchir plus sérieusement avant d'agir. Il ne semble pas qu'il y ait eu le résultat escompté. Je regrette, monsieur. Eh bien, à la bonne heure. Ulf aussi. Il m'a dit quelque chose avant de partir. Il s'est accusé de vous avoir laissé vous égarer, Beanpole et toi, lors de votre première rencontre. Il savait qu'il n'aurait pas dû rester en ville et vous donner ainsi l'excuse de descendre de la péniche pour aller le chercher. Si j'avais su cela, je ne l'aurais pas laissé venir ici. Certaines personnes sont comme chiens et chats. Il semble que ce soit le cas pour vous deux. » Il s'est tu quelques instants, mais je me suis senti plus mal à l'aise que jamais devant ses yeux profonds et bleus. Il a dit « Cette expédition qu'on prépare, souhaites-tu y participer ?» J'ai dit vivement et avec conviction « Oui, monsieur. » Raisonnablement, je devrais refuser ta demande. Tu as remporté des victoires, mais tu n'as pas appris à contrôler ta précipitation. Je ne sais pas si tu y parviendras un jour. Les choses ont bien tourné, monsieur, comme vous l'avez dit. Oui, parce que tu as de la chance. Mais je vais être déraisonnable et te désigner pour cette mission. D'abord, ta connaissance de la cité sera utile. Ensuite, tu as généralement de la chance, Will, et c'est cette qualité qui me détermine. À dire vrai, tu es pour nous tous une sorte de mascotte. Avec ferveur, j'ai dit « Je ferai de mon mieux, monsieur. » Oui, je sais. Tu peux partir maintenant. J'avais atteint la porte quand il m'a rappelé. Une chose encore, Will. Oui, monsieur. Pense de temps en temps à ceux qui n'ont pas la chance de leur côté, comme Ulf, justement. C'était Le Puits de Feu, 3e tome de la trilogie des tripodes, de John Christopher. Chapitre 4. Un petit coup à boire pour Rocky. Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.